Merci d'être venu en nombre et en qualité assister à cette conférence dont le postulat de départ est la technologie au service de la création. Moi, j'ai envie de dire et l'inverse. Avec nos quatre intervenants. Ils se présenteront tout à l'heure. L'idée étant de voir, comme le laisse supposer cette thématique, un peu les tendances en termes de technologie. Donc on va parler réalité virtuelle, peut-être même réalité mixte, hologramme, numérique. En préparant cette conférence, on peut aussi se poser la question jusqu'où une technologie est nouvelle. Qu'est-ce qui est une technologie en devenir? Et est-ce qu'une vieille technologie un peu vintage peut redevenir une technologie à la mode? Donc, nos intervenants, tout à gauche, nous avons Frédéric Josué, société Havas, Havas 18. Voilà, oui. On le dit Havas 18 ou Havas 18? On dit 18, voilà, 18 ou 18 Havas. À ses côtés, Guillaume Durieux, donc présidente Videlio. Videlio qui est un des partenaires du festival, notamment sur la partie technique, la captation, et puis qui a eu une actualité assez intéressante ces derniers mois. Tout le monde a entendu parler des fameux hologrammes de Jean-Luc Mélenchon. Dans le back-office de cette partie, il y avait la société Videlio. À ses côtés, Benoît de la société Fisheye, qui est producteur, éditeur de contenu. Comment on définit l'entreprise? On est à la fois média et à la fois producteur et de contenu, et puis on a aussi un festival et de VR, voilà, mais plutôt sur des contenus fiction et documentaire qui se passent à Arles. Très bien. Et Charles Drouin, donc de la société Tulip. Tulip, un vieux jeune producteur ou un jeune vieux producteur? Je sais pas, c'est vous qui décidez, mais en tout cas on produit des médias, beaucoup de films interactifs, pas mal de VR, on travaille sur des projets de réalité augmentée, beaucoup de serious game, et puis beaucoup de mix de tout ça. Alors justement, première question pour Charles. Quand on doit parler de nouvelles technologies, vous avez évoqué là tout un panel. C'est le client qui vient avec une idée ou c'est vous en tant qu'agence, par rapport à ce client, vous lui proposez tel ou tel, je dirais, outil de narration, de la réalité virtuelle, un film interactif? Qu'est-ce qui guide en fait le choix? En fait, l'objectif c'est que ce soit le fond qui guide le choix. Après, il y a des envies. Il y a des clients qui ont des envies, qui viennent avec l'envie de réalité virtuelle, par exemple. Voilà. Et parfois, c'est purement expérientiel. Et ça peut manquer de fond. Et à l'inverse, quand on a du fond, on part du fond, on essaie de comprendre, de donner du sens. Et en fonction de tous ces éléments, on se dit, là, il y a un vrai intérêt. On a fait un gros serious game sur des questions de formation à la prévention. Il est arrivé, il voulait un e-learning. Et on est arrivé avec des vraies expériences pour se rendre compte du risque en étant dedans, en étant immergé. Et forcément, ça n'a pas le même impact pour eux. Donc c'est ça qui nous guide. Frédéric, vous pensez qu'il y a justement du fond aujourd'hui dans la réalité virtuelle, où il y a quand même un petit souci sur l'écriture, sur la narration? On dit qu'il faut tout réinventer au niveau de la mise en scène, de l'écriture. Comment vous le voyez? Il est sûr que même si ces technologies immersives sont très vieilles, j'ai envie de dire qu'elles sont rejuvénées par les hauts débits, la miniaturisation, les logiques de mobilité, la convergence des technologies. Ça date de 2016, on va dire, la réalité virtuelle telle que, en tout cas, les médias en parlent aujourd'hui. La grammaire s'écrit jour après jour, mois après mois. On est au tout début de tout ça. Et le reproche sous-jacent, même si vous ne le dites pas, que l'on peut faire aujourd'hui à ces nouvelles écritures, c'est qu'elles sont très expérientielles, elles sont peu narratives, et la VR, en tant que
bien culturelle gagnera ses lettres de noblesse, à mon sens, lorsqu'elle sera en capacité de raconter des histoires et d'être moins dans des approches chroniques où on est dans le cerveau ou dans le lit du héros, quoi. Mais en fait, c'est exactement ça. Et en fait, c'est un peu l'an zéro. C'est-à-dire que les Frères Lumière, la sortie des usines Lumière, l'arrivée du train en gare de La Ciotat, c'est expérientiel. C'est un plan, ça fait peur au public, voilà. Et puis on sort de là. Et puis après, on raconte des histoires. Il y a toute l'histoire du cinéma. Donc j'ai la sensation, contrairement à ce qui s'est passé sur le relief, la 3D, etc., qui était quand même un peu une mode venant des majors, là, du coup, c'est un peu différent. Juste une toute petite anecdote que peu de gens connaissent, mais il y a eu une version relief de la sortie, de l'entrée en gare du train à Gare de La Ciotat par les Frères Lumière, en 3D, en relief. Et c'est ce film-là, en fait, qui a causé un peu la panique dans la salle. Voilà. Mais, pour rebondir sur la première question que tu posais à Charles, je pense qu'il est aussi essentiel que les artistes s'émancipent de la technologie pour revenir aux fondamentaux que sont l'histoire, la dramaturgie, jalonner une histoire de moments forts pour arriver à une chute. La technologie, elle doit être un outil, et donc être manipulée par la main. Elle ne doit pas servir l'artiste, elle ne doit pas l'enfermer. Elle doit ouvrir le champ des possibles. Et à trop parler de technologie, on en oublie l'essentiel qui est de divertir. Benoît, comment vous jugez justement la VR? Est-ce que ça peut être un contenu VR ou vidéo 360? Il faut peut-être d'ailleurs expliquer s'il y a une différence de terminologie entre les deux. Est-ce que c'est juste un contenu qu'on regarde dans un masque, comme on peut regarder un contenu dans une salle de cinéma ou sur un smartphone, ou autour de ça, il faut lui ajouter justement une expérience avec un siège qui bouge, un dispositif, je dirais, annexe pour augmenter l'expérience? Alors je pense que, et déjà sur les termes, là on commence vraiment à perdre tout le monde. Donc, et je pense que tout le monde ne met pas les mêmes définitions sur les mêmes mots. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé de VR et d'AR. Maintenant le grand mot à la mode c'est mix réalité. Mais finalement, je pense que tout le monde ne met pas les mêmes définitions sur ce que c'est. Après, il y a des gens qui font la définition entre les films 360 et les films VR. Voilà, je pense que globalement, il y a un grand élan. C'est tout ce qui va se regarder dans un casque. Et les casques deviennent de plus en plus performants. Aujourd'hui, on a vu ce qui arrivait avec le Vive, avec l'Oculus, avec le PSVR. Il y a Microsoft qui arrive avec une nouvelle techno en octobre qui va vraiment démocratiser beaucoup plus fortement encore, parce qu'on va se retrouver avec des casques au cours de 300 € qui pourront tourner sur le PC de Monsieur Tout-le-Monde. Là aujourd'hui, il faut une bête de course pour faire tourner un Oculus ou un Rift ou un Vive. Et donc ça va se démocratiser très vite. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus, puisque tous les gros acteurs industriels ont mis une grosse pièce sur la casse, quoi. Google, Facebook, Samsung, Amazon, Apple, ils y vont tous, ils investissent et ça avance, quoi. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce que et le public perçoit ce contenu-là. Donc moi, pour avoir et d'effleurer beaucoup de gens en VR, voilà, pour avoir assisté personnellement à la première expérience des gens en VR, il y a une grande appréhension. Et moi je dis souvent, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont essayé la VR et il y a les autres. Et en fait, une fois qu'on a essayé, on a un autre rapport, mais il y a aussi un grand facteur que je suis en train de comprendre, c'est que les gens qui font une expérience qui est une mauvaise expérience, parce que les films sont pas bons, parce qu'il n'y a pas de narration, parce que le stitch est mauvais, ce qui arrive de moins en moins. Mais une mauvaise première fois, quoi. Une mauvaise première fois, pour les faire revenir une deuxième fois, il faut y aller, quoi. Parce que vraiment, c'est comme quand tu t'es fait mordre par un chien, après tu t'approches plus, quoi. Et je pense vraiment que il faut faire très attention à la qualité de ce contenu, parce qu'on est sur une technologie qui est naissante, qui est extrêmement puissante, qui peut vraiment impacter considérablement les gens. Mais si on fait, désolé l'expression, mais de la merde avec, les gens ils en sont juste dégoûtés, parce que c'est aussi et ça peut être aussi puissamment mauvais que ça peut être puissamment bon, quoi. Et donc du coup, il faut faire très attention à la qualité de ce qu'on met dedans. Et juste pour revenir sur
Sur la réalité mixte, c'est vrai qu'aujourd'hui, les boîtes de techno, elles veulent pousser. Donc là, elles commencent à nous parler de réalité mixte. Et voilà, et moi j'ai envie de dire, déjà faisons bien de la réalité virtuelle à 360, qui est le basique. Après, on va rajouter de l'interaction dedans. Après, on va rajouter et de la réalité augmentée dedans. Mais déjà, commençons à faire de la bonne VR. Parce que c'est la base pour aller plus loin après, quoi. Et je pense qu'effectivement, comme le disait Fred, il faut un moment... il y a deux temps, quoi. Il y a le temps des boîtes de techno qui veulent imposer des technologies, et c'est bien parce que ça permet de démocratiser les choses. Et puis il y a le temps des créateurs. Il faut le temps de s'emparer de ça, et d'écrire, d'apprendre, de faire des erreurs. Nous, on voit quand on fait des films, on imagine des plans, on va se dire ça va être super, et puis on le fait, puis c'est juste nul. Et puis il y a des plans qu'on n'a pas vu venir, et tous les gens, quand ils voient ce plan, ils sont juste émerveillés, quoi. Et donc tout ça, voilà, il faut du temps pour apprendre, et c'est pas inné, voilà, et on est en train de le faire là. Et je voulais juste ajouter, c'est là où la France a vraiment une place de choix dans la VR. C'est par les logiques de financement du CNC, par une logique de marché qui est centrée sur l'offre, donc sur les artistes, sur les scénaristes, sur l'écriture, sur les auteurs, on va privilégier quand même le volet artistique sur le volet technologique, quoi. Et 30% des dossiers reçus au CNC Nouvelles Écritures sont des dossiers de réalité virtuelle. Si on fait un micro-sondage, qui dans la salle n'a jamais regardé un contenu VR? Voilà, il faut la convaincre. Lorsque le cinéma est arrivé, il y avait la tentation de dire que c'était justement un peu une augmentation du théâtre. Par rapport à la réalité virtuelle, on parle aussi beaucoup du théâtre. Est-ce qu'à votre avis, un bon réalisateur de films classiques, traditionnels, va être un bon réalisateur de films VR? Charles? Ça, c'est une vaste question. En fait, ça rejoint ce qu'on se racontait là. C'est à la fois, il y a une question de fond, il y a une question d'auteur. Et ça, les auteurs de films peuvent très bien être des auteurs de films VR. Et puis, après, c'est juste que c'est une autre façon, c'est une autre grammaire qui reste à inventer. Il y a eu des essais, des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en revanche, il y a tout à réinventer parce qu'on n'a plus de cadre, et que le cadre, il est désormais lié au son, à la spatialisation du son notamment, et puis à l'interactivité qu'on peut avoir dans cet espace. Et à ce titre-là, ça change complètement la façon d'aborder les choses. Et donc c'est une nouvelle façon d'aborder les scénarios et d'aborder la réalisation elle-même. Et puis ensuite, et ça c'est très fort, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, de ce qu'on vit quand on est en réalité virtuelle à côté de quelqu'un, lorsqu'on vit un voyage voilà, en voiture ou n'importe quoi. Là, il y a quelque chose qui est très fort, y compris dans la relation humaine qu'on peut créer avec quelqu'un dans cet espace virtuel. Après, c'est les écritures qui sont complètement différentes en effet. Le cinéma, c'est une problématique de choix et de prise de décision. Chaque élément qu'on montre à l'écran définit un personnage et fait évoluer l'histoire, donc la dramaturgie. En VR, on est dans le cadre du storytelling immersif. On va multiplier les éléments pour faire en sorte que la personne qui fait l'expérience de l'œuvre aille creuser et s'immerger chaque jour plus, chaque minute plus dans l'œuvre. Et la problématique du choix se pose beaucoup moins. Mais on est plus dans des logiques de création de monde et de richesse et de densité. C'est ce qu'on appelle un peu le fractal storytelling, qu'on puisse creuser. Et sans doute de personnalisation aussi, pour le spectateur, en fonction de ses réponses, de ses désirs, de ses choix. Si on quitte un tout petit peu pour le moment le monde de la VR, Guillaume Durieux, donc Vidélio, vous êtes un acteur technologique, de prestation de services, et donc vous êtes intervenu durant les récentes élections présidentielles, au début juste pour suivre la campagne, enfin aider la campagne de Mélenchon avec des moyens techniques classiques. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce projet d'hologramme, qui n'est pas d'ailleurs une nouvelle techno, c'est quelque chose qui existait, mais c'était un peu remis au goût du jour? Oui, c'est vrai que c'est pas une technologie nouvelle, hein, c'est assez ancien. On parle de théâtre optique d'ailleurs, on dit hologramme, mais en fait,
Au final, on connaît ça depuis longtemps. C'est un théâtre optique dans lequel on est capable de mettre des objets réels avec de la vidéo. Je crois qu'on avait en face de nous un personnage qui cherchait de l'innovation et qui cherchait pas forcément, enfin dans sa tête, c'était pas forcément que de l'innovation technologique, c'était d'être assez différenciant et d'être dans une logique assez digitale. Et il l'avait initié avec sa chaîne YouTube et il avait envie de quelque chose de différent. Donc on a démarré effectivement de manière tout à fait classique et puis ils sont venus nous trouver en disant ah ben, on aimerait bien être un peu différent, on aimerait bien démultiplier, on aimerait bien trouver des choses différenciantes. Et donc voilà, il se trouve qu'on s'est rencontrés, cette logique de connaissance qu'on avait de cet hologramme. On avait fait déjà beaucoup d'hologrammes, mais en différé. C'est-à-dire qu'on avait tourné, enfin c'est pas nous qui tournions, mais appuyé de créateurs d'images, on travaille le sujet, on travaille la lumière, et c'était plutôt sympa. Là, la véritable innovation, ça a été de le faire en live. Et de se dire qu'à un instant donné, on avait une personne qui était en live, avec des personnes réelles autour de lui, et c'est ça qui a créé en fait la vraie différenciation et la vraie logique d'innovation dans cet événement. C'est venu de son équipe, en fait. C'est venu de son équipe et on a fait partie de cette équipe. Et en faisant partie de cette équipe, on a su innover autour de cette techno. Donc, il y a eu deux étapes. La première qui était une diffusion Paris-Lyon et la seconde qui est encore plus ambitieuse. C'était sur combien de points ? En fait, on a fait effectivement la première entre Paris et Lyon. Il était à Eurexpo et au Doc rediffusé en hologramme. Et après, il l'a fait sur 6 sites, dont un sur l'île de la Réunion, où il fallait arriver à créer une forme de temps réel, puisqu'on était en live, on n'était pas en enregistré et en rediffusé, sur l'île de la Réunion. Donc il y avait Nantes, pas si loin que ça. Lui, il était à Dijon, et il y avait Montpellier, il y avait Clermont-Ferrand. Bon, là encore, la difficulté, ça a vraiment été de le faire en temps réel, avec le moins de retard possible. Est-ce que c'est une technologie qui est coûteuse ? Et est-ce qu'on peut l'imaginer dans je sais pas, le champ du entertainment, du divertissement ça a déjà été fait aux États-Unis plusieurs fois avec des chanteurs, souvent d'ailleurs des chanteurs même décédés qu'on a recréés en images de synthèse. Est-ce qu'on pourrait faire un live avec une scène géante et faire 4 zéniths en même temps sur toute la France ? Sur le plan technique, il n'y a rien d'insurmontable. Sur le plan du coût, c'est pas non plus exorbitant. Ce qui, je crois, est très important, c'est on en revient au contenu. C'est une techno, si elle est mal scénarisée, si elle est mal mise en œuvre, si elle est mal captée, elle rend rien. Et donc, on peut mettre la meilleure techno et le plus de milliers d'euros possible autour de ça. Si on n'a pas des créas qui créent et qui fabriquent quelque chose et qui donc le rendre perceptible et intéressant des utilisateurs, ça donne rien. Donc pour moi, ce qui est essentiel, et voilà, nous on est des prestataires techniques, mais le contenu est fondamental. Et un des premiers sujets qu'on donne à nos clients ou à nos conseils quand on fait quelque chose, c'est le contenu. Ok, vous voulez ça, mais pour rendre quoi ? Et ça reste, même pour un prestataire technique, à mon avis, complètement fondamental. Sinon, même la techno que nous on déploiera à un instant donné, elle sera ratée. Vous aviez des images, non, peut-être Oui, j'ai une petite vidéo de 50 secondes à regarder pour vous faire partager l'aventure. Parce que ça a vraiment, même pour nous, été une aventure assez étonnante. Quand on a fait les 6 hologrammes de manière simultanée, on avait 300 personnes déployées sur l'ensemble des sites pour arriver à mettre tout ça en œuvre, se caler avec la créa, faire en sorte que ça rende ce qu'attendait Jean-Luc Mélenchon. Si on peut lancer la petite vidéo, c'est parfait. On voyait en fait qu'ils avaient mis des personnes de chaque côté pour on a changé. Je t'écrirai après.
Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû décrire un petit peu lorsqu'on on voyait la vidéo, on voyait un arche lumineux dans lequel, en fait, qui était la zone dans laquelle le sujet ne peut pas sortir, sans quoi il sort de l'hologramme, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un théâtre optique et il faut rester dans la zone en question. Et puis derrière, il y avait quelques technos. On essaye d'être, chez Videlio, de se mettre dans la peau de l'utilisateur avec les créatifs et d'essayer d'apporter des technos qui permettent de sublimer un petit peu la créativité au service de l'usage. Et c'est vraiment l'objet. Le dernier petit sujet qui était, on essayait de créer une petite logique immersive, on voyait une petite voiture se déplacer et du tracking vidéo arriver à suivre tout ça. Mais il y a un élément fondamental, à mon sens, dans ce que vous dites, c'est la capacité des nouvelles technologies à créer des ruptures créatives et donc de faire des effets waouh et très événementiels, qui étonnent les gens et qui font en sorte que les gens viennent aussi voir le spectacle. C'est clair, je suis 100% d'accord avec ça. Il faut arriver à susciter de l'envie auprès des utilisateurs et pas uniquement avec de la techno. Et la techno ne suffit pas à cela. Et donc la logique de test, elle est fondamentale pour des technologies, on l'évoquait tout à l'heure, qui sont de plus en plus des commodities, qui coûtent de moins en moins cher. Et je crois que c'est René Coty qui disait ça, il ne faut pas essayer de comprendre les choses, il faut les essayer, il faut les tester, d'autant plus que le test, tu viens de le rappeler, ne coûte pas forcément très cher. Mais qu'est-ce qu'on a parlé de ce dispositif? C'est fou. Mais je pense aussi qu'il faut prendre ces technologies pour ce qu'elles peuvent apporter. C'est-à-dire que, par exemple, dans une logique et d'une entreprise qui voudrait communiquer, si on revient à la VR, par exemple, ça peut permettre d'emmener des gens à des endroits où ils ne pourraient pas aller, ou leur faire vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas vivre parce que tout simplement ça coûterait beaucoup trop cher, ça serait beaucoup trop compliqué. Je pense par exemple à des sites classés comme Alasco, mais ici on pourrait imaginer, je ne sais pas, et dans cette région d'emmener des gens et dans les marais salants, peut-être que c'est compliqué, mais là on peut leur faire vivre cette expérience-là. Et donc du coup c'est des choses qui se développent de plus en plus, mais il faut pas penser que l'expérience en tant que telle, elle est suffisante. Il faut aller beaucoup plus loin dans la finesse de l'écriture et de l'expérience, de l'effet waouh qu'on peut apporter sur ces dispositifs. Et c'est là aujourd'hui où c'est vrai que moi, quand je vois encore aujourd'hui sur des stands de techno, par exemple cette année au CES, en 2017, je voyais des grands constructeurs qui mettaient des démos de VR, c'était juste des roller coasters. Et tu mettais le truc, j'avais envie de leur crier dessus en leur disant mais vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes en train de tuer votre techno, quoi. Parce que aujourd'hui il faut qu'on dépasse cet effet de juste et c'est chouette, je vis des sensations dans un casque et de VR. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, il faut qu'on soit exigeant sur la qualité des contenus qu'on met dedans. Oui, je suis d'accord, il y a un site à voir chez nous, là, pas très loin à Bordeaux, il y a eu la Cité du Vin qui s'est construite et qui est un projet absolument fabuleux, absolument extraordinaire. C'est quand même un musée sans objet et dans lequel ils ont créé un parcours utilisateur qui est énorme. Et ce parcours utilisateur, il a été créé dans de l'interactivité entre le visiteur et ce qui se passe dans le parcours scénographique de la Cité du Vin, avec des reconstitutions et une capacité, grâce au contenu et grâce aux recherches qu'ils ont pu faire autour de ce monde du vin, des choses absolument extraordinaires. Et c'est les contenus qui ont réussi à fabriquer ça et à apporter cette expérience utilisateur qui est... Alors, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un musée aussi abouti en termes de parcours scénographique, de scénarisation et de contenu. Et en fait, c'est ça qui est quand même vachement intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a à la fois très en amont sur la scénarisation, sur le contenu, tout ce qu'on vient de se dire, et en aval sur l'utilisation, sur le parcours utilisateur, sur tout ce qui est de l'ordre de l'usage, qui est absolument passionnant. Et quand on traite bien ces deux parties, du coup, c'est là où l'invention, la création a lieu. On est en train de finir un gros projet pour Vinci qui déploie des applications dans différentes villes un peu partout dans le monde. On a tourné en VR dans ces différentes villes.
dans des espaces avec de l'interactivité, mais plus pour découvrir des usages différents de la ville. Et donc là, c'est bien le contenu, et en plus sur l'usage, qui permet de réinventer le scénario de ce type de film. Ouais. J'aimerais revenir sur le côté expérientiel. Dans la bande démo là, de Vidéo, il y a toute une partie événementielle, mapping, etc. Donc, où un contenu audiovisuel est en quelque sorte dans un écrin. On parlait de parcours muséal. Est-ce que justement l'expérience VR au 360, elle doit être laissée comme ça, enfin juste on regarde le contenu, ou on doit l'accompagner dans un dispositif plus global de communication, par exemple sur ce que vous avez pu produire en termes de contenu VR, comment cet élément prend place dans une communication plus globale, comment il est mis en avant? On a fait un film, tu as fait un film pour BNP Paribas. L'idée, c'était de faire découvrir le monde BNP, un monde qui, pour une banque, n'a pas forcément de choses à montrer. Une banque, c'est pas une marque de luxe qui a des châles, c'est pas une marque automobile qui a des voitures à montrer. La banque, elle existe par les réalisations de ses clients, ce qu'elle permet de faire, ce qu'elle autorise. Donc, le film nous invite à découvrir le monde de la banque au travers de ses clients. Il y a une autre marque intéressante qui s'appelle Tom's, qui est une marque qui vend des chaussures aux États-Unis, qui vend aussi des lunettes. Et les valeurs de Tom's, c'est chaque fois que vous achetez un produit chez Tom's, Tom's offre un de ses produits. Et donc, ils ont réalisé un film en VR pour montrer ce don. Et donc, les valeurs de Tom's sont toutes un champ de storytelling assez large qui permet d'unifier toutes leurs actions. En magasin, ça sert à vendre les produits, quand même, le fait qu'ils en donnent un, mais aussi ils le montrent grâce à la VR, où ils amènent les consommateurs au Pérou, au Kenya. Donc ça fait partie du discours de preuve d'un champ communicationnel très large, construit et cohérent autour des valeurs. Donc oui, ça permet d'amener le consommateur dans un lieu où il ne pourrait pas aller par lui-même. Ça permet aussi de faire découvrir notre monde. Et donc il y a plein de marques de luxe notamment qui ont ouvert leurs ateliers grâce à la VR. Ça permet de faire découvrir notre monde quand on est une marque. Nous, on avait fait aussi des films pour Guerlain, où on était allé en Inde, par exemple, dans les lieux de production du jasmin, ou à Ouessant, où ils vont chercher le miel et des abeilles noires. Ce qui était, en tout cas moi, ce qui m'avait marqué, ce qu'on avait essayé de retranscrire dans ce film, c'était que le créateur Guerlain et Thierry Vasseur, en fait, ils connaissaient presque chaque paysan dans chaque champ en Inde, dans le Kerala, dans le Tamil Nadu, ils les connaissaient depuis des années. Ils avaient monté des projets très importants où ils avaient replanté des choses, ils avaient relancé des cultures, et en fait, moi en tout cas, j'ignorais tout ça, et c'est ce qu'on a essayé de raconter avec ça. Et je pense qu'avec la VR, on peut aller plus loin que justement un film en 2D, parce qu'on se rend vraiment compte des choses. Il y a une dimension physique. Voilà, je pense que c'est ça qui est important, c'est que quand on est sur un film en 2D, il y a une dimension intellectuelle, il y a une dimension de contenu, mais dans la VR, vous êtes impliqué physiquement. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour ça que quand on enlève un casque, et on a un peu de transpiration, on a vécu un truc, on a eu une expérience physique. Et je pense que c'est cette dimension physique qui fait que ça marque autant les gens. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut, qu'il faut savoir doser de manière intelligente. C'est-à-dire ne pas le pousser à l'extrême, ne pas faire vivre des expériences trop violentes aux gens, parce que sinon il y a une espèce de stress qui fait que tout se bloque et on devient hermétique. Mais il faut arriver à jouer avec ça de manière entre justement ce qu'on arrive à capter de manière intellectuelle et ce qu'on arrive à vivre et de manière physique. Et c'est là où toi tu parlais et d'accompagnement. Par exemple, de plus en plus, et des artistes s'emparent de ça, créent tout un dispositif avec des meubles, avec un certain nombre de choses. Il y avait à Cannes, je ne sais pas si vous l'avez fait, c'était des étudiants suisses qui avaient créé une vidéo. Vous étiez allongé sur un lit en bois comme ça, puis ils tapaient avec comme des tambours, et vous montiez comme ça dans
dans le film. Et donc du coup, c'est vrai que tous ces dispositifs-là, ils vous amènent à vivre vraiment des expériences. Et quand vous enlevez le casque et quand vous demandez aux gens, bah alors c'était comment, généralement ils se taisent pendant 10-15 secondes parce qu'ils ont besoin de ce temps-là pour appréhender ce qu'ils viennent de vivre, quoi. Et c'est voilà, c'est là où ce média est un peu fascinant et un peu différent, c'est qu'il vit des expériences de l'ordre du trans. C'est le créateur de MacGuff. Fred, il faut que tu m'aides. Rodolphe, qui lui est assez expert des expériences de trans. Il est très chamanique. Et chamanique. Et lui, il fait un lien très fort entre ces expériences de trans qu'il a pu vivre et la VR, où finalement on arrive à avoir un niveau de conscience différent. Et c'est là où il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Et voilà, personne n'a de vérité ou de théorie encore là-dessus, mais il y a un truc à jouer, il y a un truc à aller chercher dans cet ordre-là, où on arrive à toucher des couches de conscience et du cerveau qu'on n'arrivait pas du tout à faire en vidéo normale. Et voilà, ça peut paraître un peu mystique, un peu dangereux, voilà, mais il y a vraiment un champ et de recherche autour de ça qui est passionnant, quoi. Comment Charles, ça se vend la VR, justement, parce qu'il y a toujours l'idée malgré tout du coût, et donc de la comparaison par un film traditionnel. Comment effectivement, Benoît en parle bien de ce que ça peut apporter en plus, mais comment ce plus se vend? Bon, en fait, sincèrement, en termes de coût, les choses ne sont pas délirantes sur de la VR. Après, le flip des clients, c'est plus sur la diffusion. C'est plus de se dire, bon voilà, moi je veux bien dépenser tout ça, surtout si, au fond, je peux emmener mes clients du monde entier à un endroit clé pour moi, qui est un endroit de démonstration. Bon voilà, ça vaut vraiment le coup. En revanche, il faut que je puisse leur diffuser facilement, simplement. C'est plus ça leur enjeu. Donc là où on a des freins à débloquer, c'est aussi de s'intéresser fortement à la diffusion avec des outils différents. Ça peut être des casques, mais pas nécessairement. Ça peut aussi être juste avec, voilà, on passe un iPad au client et il vit cette expérience-là. C'est moins immersif, mais ça lui permet de se projeter en disant, bah là, c'est aussi possible. Donc il y a aussi des histoires de tuyaux pour faire passer ces contenus, pour qu'ils puissent se dire, oui, on y va, ça vaut le coup. C'est vrai qu'il y a une tendance générale, je pense, en ce début du XXIe siècle, c'est l'immersion, que ce soit avec les casques VR, que ce soit dans des shows événementiels avec du MAPI, que ce soit dans la salle de cinéma où on voit même un constructeur comme Barco qui propose un système avec un écran central et 2 écrans latéraux, que ce soit le son multicanal, Atmos, etc. Qu'est-ce que vous distinguez? Vous faites tous de la veille techno. Et comment vous voyez ce futur proche? Est-ce qu'il y a des choses dans les laboratoires qui arrivent? Est-ce que comment va se développer la VR, devenir plus simple, plus économique, de meilleure qualité au niveau des masques? Voilà. Comment vous sentez les prochaines années? Je ne sais pas, mais en fait, on voit bien qu'il y a des masques totalement différents les uns des autres, et il y en a qui prennent des options très différentes. Donc il y a une simplification pour certains, avec des choses qui, en termes d'image, ne sont pas très concluantes, mais en termes immersifs, sont en fait assez forts. Et puis d'autres qui jouent au contraire plus sur l'interactivité, sur le fait qu'on puisse faire bouger des choses autour de nous. Voilà. Donc on sent bien qu'il y a des mix de toutes ces technologies qui sont en train d'arriver et qui sont là aussi assez passionnants en termes de contenu et de scénarisation. Voilà. Et enfin, en effet, il y a le fait de pouvoir vivre des choses collectives. Je crois que si on reprend l'analogie avec les Frères Lumière, avec le cinéma, c'est que voilà, cette expérience collective, et on le voit ici pendant le festival, c'est on regarde un film tous ensemble, c'est différent de regarder un film dans la pièce qui est à côté devant son ordi. Et donc, vivre quelque chose d'immersif dans une salle où on a de l'image à gauche, à droite, devant, sous nos pieds et au-dessus, voilà, c'est déjà tout à fait autre chose. Donc, c'est aussi plein de possibles à travers ça. Mais je pense aussi qu'on est vraiment au début aussi, c'est-à-dire que même
quand le Vive est arrivé ou quand l'Oculus est arrivé, la première fois qu'on les a mis, enfin la dernière version du Rift, on les a mis, on s'est dit c'est dingue, on n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, moi j'ai même du mal à les regarder en me disant je peux plus quoi. Et c'est vrai que la semaine dernière, il y a Samsung qui a annoncé un nouvel écran pour la VR qui va être à peu près 4 fois plus qualitatif que ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'Oculus ou sur le Vive. Voilà, aujourd'hui en gros, c'est comme si jamais, même avec un Vive, c'est comme si on regardait une vidéo en 480 et sur YouTube avec un mauvais débit, quoi. Enfin, on est à peu près de cet ordre-là, quoi. Demain, quand on se Ça dira... en 6 mois, quoi. Ouais. Mais si jamais, mais demain, on se dit qu'on va pouvoir regarder des films en 4K, voilà. Enfin, il faut comprendre qu'il y a une et c'est quand même un challenge technologique qui est juste dingue. C'est-à-dire qu'on vient se coller un écran sur les yeux. C'est comme si on va se coller la tête et contre une télé. Enfin, on voit bien qu'il y a un souci, quoi. Et donc là, c'est ce qu'on demande de faire, quoi, de venir se coller la tête à 3 cm et d'un écran. Un téléphone mobile. Voilà, et d'un téléphone mobile souvent. Donc il y a, je trouve que ce qu'on arrive à faire déjà est déjà exceptionnel. Mais ce qui arrive dans les mois qui viennent va être juste incroyable. Et Microsoft arrive avec une techno qui va démocratiser très fortement le fait que les gens vont s'équiper chez eux. On voit le développement des salles et des lieux de diffusion VR qui connaît une rapidité, une croissance incroyable. Et alors moi, un truc que je trouve magique, c'est que dans un monde où il n'y a pas d'économie, à part finalement en France avec le CNC, aux États-Unis avec Samsung, avec Oculus, qui payent des créateurs de contenu pour faire des contenus, et des marques qui finalement jouent un rôle essentiel aujourd'hui dans le développement de la VR, parce que c'est les entreprises qui payent les films VR, qui font que la technologie se développe. Voilà. Mais dans un monde où finalement il n'y a pas de modèle économique et grand public et sur la VR, il y a une production de contenu qui est juste dingue. Et donc on sent que des gens sont prêts à produire du contenu sans qu'il y ait de modèle économique derrière, parce que l'expérience, elle va au-delà de la marchandisation qu'on peut en faire. Et je pense que voilà, c'est quand même des signes qui sont très encourageants. Moi, sur les questions de diffusion, c'est en tout cas, ça peut être une angoisse à court terme, mais c'est pas une angoisse à moyen terme du tout, quoi. Moi, je pense qu'on n'imaginait pas il y a 15 ans, on n'imaginait pas qu'on passerait 94% de notre temps à moins de 1 mètre de notre téléphone mobile. Je pense que dans 10-15 ans, le casque, il aura définitivement disparu au profit d'une lentille. Il y a déjà Sony, Apple, Google qui travaillent sur des lentilles. Il n'est pas fou d'imaginer qu'on passe notre journée avec des lentilles qui nous permettront d'augmenter les environnements et les espaces dans lesquels on évoluera. Je pense que la VR, l'AR ou la MR, on a cité plein de noms abominables, donc la réalité mixte, ça va bouleverser pour l'industrie des services, pour le tourisme, pour la santé, toutes les médiations entre un spectateur, un consommateur, un individu quel qu'il soit, et cette offre de contenu, de service ou de produits, quelle qu'elle soit, et vers plus d'engagement et vers plus de facilité. Et le casque n'étant pas facile, n'étant pas agile, va disparaître. Comme le téléphone mobile, on se disait à la dernière Apple Expo, va disparaître en toute vraisemblance. Les ventes de smartphones diminuent très fortement. Ça va disparaître parce que c'est pas pratique. Au profit de quoi, j'en sais rien, mais ça va disparaître. Guillaume ? Moi, je crois que effectivement, on voit pas mal de techno. J'ai vu le truc de Barco avec ses écrans qui se baladent. Tout ça, pour moi, ça ne fonctionne que si derrière, il y a un contenu adapté. Et l'essentiel passera par cette capacité à créer les contenus que l'utilisateur aura envie de percevoir. Donc, les technos, elles vont aller vite. Il faut qu'il y ait un usage derrière. Et le plus important, à mes yeux, en tout cas, c'est d'arriver à créer cet usage. Je suis assez d'accord pour dire que le téléphone mobile tel qu'on le connaît aujourd'hui, il va profondément évoluer. Alors, est-ce qu'effectivement, ce sera dans une lentille ou est-ce que ça sera une feuille transparente qu'on aura dans la poche, qui sera complètement flexible et qui permettra de... je crois que personne ne sait le dire aujourd'hui.
Mais c'est vrai que ça bouge vite et ça va très vite. Mais l'usage, le contenu et l'image qu'on y met derrière, elle est juste essentielle. Et il y aura un gros accélérateur, ça va être la 5G, qui va aussi permettre un champ de possibilités assez phénoménal quoi, sur la diffusion et la distribution. C'est clair que l'augmentation des débits va avec, sans quoi rien n'est possible. Est-ce que nous avons des questions dans le public pour nos différents intervenants? Je ne sais pas si est-ce qu'on a un micro baladeur ou pas. Sinon, non. Tu parles fort? Vous parliez de bonnes expériences VR, de mauvaises expériences VR, le fait de se placer un téléphone à 30 cm du visage. Enfin, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des expériences scientifiques qui sont menées, notamment, enfin, je pense que, il y a des questions de santé publique aussi qui se posent par rapport à l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes qui ne sont pas forcément toutes, qui réceptionnent toutes de la même manière cette expérience-là. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des expériences qui sont menées à ce niveau-là, qui pourraient déboucher ensuite sur un label entre guillemets qualité VR ou pas? À quel niveau on met le curseur sur la qualité? Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont appliquées. Par exemple, il y a des espèces de normes qui font que normalement, on doit pas. Les constructeurs prennent pas mal de soin de dire que des enfants de moins de 13 ans ne devraient pas faire et de la VR. Voilà, moi j'ai essayer de la VR à mes enfants, ils avaient 4 ans et demi, 5 ans, voilà, et genre ils ont juste adoré. Et après c'est comme tout, c'est-à-dire que si jamais tu vas leur montrer un gros film d'horreur en VR, ils vont pas bien le prendre quoi. Et si tu leur montres un contenu qui est adapté, qui est poétique, qui voilà, ils vont juste trouver ça super. Donc c'est comme tout. Déjà il y a la question du contenu, ce qu'on met dedans, comme n'importe quel autre film. Après, alors moi j'ai une expérience dont je peux parler. L'année dernière, on a fait notre festival de VR à Arles qui durait qu'une semaine. On a passé 5000 personnes. Voilà, on avait des Vive et des Oculus. Sur 5000 personnes, on a eu 4 cas de personnes qui ont ressenti un malaise sur un film. Voilà. Je pense que c'est toutes les questions de motion disease et voilà, enfin tous et motion sickness qu'on avait pu observer sur la VR étaient vraiment liés à la mauvaise qualité des films et de l'affichage, des problèmes de stitching. Enfin, il faut comprendre que notre cerveau, c'est un très bon public. Dès que le truc marche, il marche, il t'emporte, il te dit oui, voilà. Mais dès que le truc ne marche pas, eh ben, il dit non, c'est faux, il va t'envoyer des signaux qui vont justement apporter cette espèce de malaise. Et l'augmentation de la qualité des contenus, de la qualité des diffusions, font qu'aujourd'hui, et cette question, elle est en train de s'éloigner petit à petit, quoi. Après, sur la question du rayonnement des ondes, du fait d'être trop proche d'un écran, c'est pas spécialement lié à la VR, c'est une question globale liée à la technologie. Mais en tout cas, sur la VR, cette question spécifique et du motion sickness, elle est globalement en train de s'éloigner avec l'augmentation de la qualité et des outils de diffusion et des contenus, quoi. Et pour compléter, la problématique, c'est que jusqu'à présent, même si on en parle beaucoup, c'est quand même un phénomène de niche, la VR. Par rapport aux 5000 personnes qui ont testé, enfin c'est des milliers, c'est pas des millions qui ont eu des expériences, en France au moins. Donc pour le moment, tout ce qui est précaution n'a pas encore été vraiment étudié. Si tu te rappelles le début de la 3D relief, les 3-4 premières années, il n'y a rien eu, puis après on en a beaucoup parlé, et on a appris, enfin il y avait après des fausses rumeurs, un peu les hoax, quelqu'un qui est mort avec une hémorragie cérébrale parce qu'il avait regardé un film en 3D. Je pense que dans quelques mois, la problématique va se poser. Il va y avoir des groupes de défense, des parents, parce que attention aux enfants, etc. C'est en train de grossir en ce moment. Donc je dirais les contre-lobbying, les contre-feux vont apparaître. Mais pour le moment, c'était resté trop petit. D'autres questions? Oui.
répondrai aux deux. La médecine travaille énormément en neuro avec la VR depuis longtemps, dans le traitement des dépressions, l'accompagnement de l'autisme, etc. Donc il y a beaucoup de recherche qui est faite sur le sujet. Il y a un problème de convergence des interlocuteurs, c'est-à-dire que les artistes ne parlent pas forcément aux neuroscientifiques. Sur ce que vous évoquiez, Dacry, c'est une société américaine qui fait de la réalité augmentée. La réalité augmentée dans l'industrie, chez Airbus, etc., c'est quelque chose qui est assez ancien. C'est-à-dire que les mondes augmentés, ça a une centaine d'années. Et donc oui, l'industrie, elle utilise ça. Oui, on reparle aujourd'hui de VR, d'AR, de MR, parce qu'il y a une convergence des technologies, il y a une miniaturisation, il y a une mobilité des technologies qui fait que tout un chacun peut se payer un casque aujourd'hui à peu près qui fonctionne. Et je suis d'accord avec toi, les 10 premières expériences sont merveilleuses et après ça commence à devenir un peu chiant. Mais c'est quelque chose qui est relativement ancien et ne serait-ce que l'urbanisme utilise beaucoup la VR, tout ce qui est 3D, tous les gens qui utilisent Unity, Unreal, etc. font des mondes immersifs et utilisent cette technologie. Et en fait, il y en a énormément dans l'industrie, évidemment, y compris pour accompagner les opérateurs sur les gestes à faire. Donc les gestes sont comme hologrammés autour d'eux en réalité augmentée pour qu'ils puissent savoir exactement quoi faire. Dans la construction, évidemment, pour projeter les futurs acheteurs dans le lieu. Sur la santé, complètement. Sur la formation, énormément. Sur la formation, il y a un champ gigantesque. Le fait de pouvoir projeter les personnes formées dans la situation telle qu'ils y seront, c'est énorme. Donc il y a un champ qui est grandiose et par rapport à ça, il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est que tout ça est très ouvert. On est sur de l'open innovation un peu partout et donc ce qui est utilisé dans le domaine industriel a aussi un impact en termes de création pour nous. On peut rentrer dans les API, on peut rentrer dans les applications aussi de nos propres clients et co-construire avec eux un certain nombre de nouveaux médias qui servent à communiquer sur ce qu'ils font, mais aussi qui servent ceux qu'ils font directement. Le secteur de la maintenance industrielle aussi est un consommateur depuis de nombreuses années. Areva va utiliser de la réalité augmentée pour faire de la maintenance sur des sites de centrales où on ne peut pas sortir 15 livres avec l'ensemble des pièces et les opérateurs avaient un peu comme ce qu'avait essayé de sortir Google avec ses Google Glass, donc des lunettes avec retour d'informations en 3D pour savoir quelle vanne il faut tourner, quel levier il faut faire, quel bouton il faut appuyer dans tel ou tel cas de figure. Le prototypage industriel dans l'aéronautique, dans l'automobile. Ce que disait Charles, c'est que effectivement, avant, il y en a encore, ce qu'on appelle des caves, donc des systèmes avec 4 ou 5 projecteurs qui projettent sur toutes les parois, qui coûtaient quand même assez cher à mettre en œuvre et en termes de matériel. Aujourd'hui, avec un casque, on a à peu près cette chose-là, sauf qu'on est seul. Le cave reste intéressant quand on doit faire du prototypage à plusieurs, et donc avec des lunettes 3D, pas des lunettes 360, on peut voir des objets et avoir aussi des gants avec le retour d'effort. Quand vous ouvrez la porte virtuelle de la voiture virtuelle, vous sentez un effort quand vous ouvrez cette porte. Voilà, on peut augmenter tout ça, quoi. Et pareil dans le monde du divertissement, on parle de combinaisons entières pour ressentir aussi du tactile, de la sensation par rapport à ce qu'on voit. Full body immersive. Pour encore un mot. Mais la VR est utilisée par les chirurgiens pour assister les robots quand ils font des opérations à distance. Donc c'est utilisé beaucoup par un très grand nombre d'industries. Il faut que toutes ces industries, elles convergent. Il y a les pompiers de Vancouver qui ont créé une expérience où vous mettez une combinaison et en gros vous avez une lance à incendie et en fait vous mettez le casque et vous vous retrouvez dans un incendie et il faut aller éteindre l'incendie en fonction de comment vous vous débrouillez, vous sentez et la chaleur et du lieu dans la combinaison et voilà, je vous promets que je l'ai fait. A priori je suis pas un très grand pompier parce qu'à la fin j'étais juste en nage et j'avais l'impression de brûler quoi.
et c'était juste très 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 étonnant, quoi. C'est le principe des simulateurs comme on l'a depuis des années dans l'aéronautique, dans la gestion des tours de contrôle, dans la conduite des navires. Enfin, c'est vrai que les industries, ça existe depuis des dizaines d'années. Hein. Et pour conclure aussi, et rebondir sur ce que disait Benoît sur le côté, la puissance que peut avoir l'image virtuelle qui se connecte directement au cerveau, c'est que pas très loin d'ici, à Angers, un chirurgien a fait une opération à cerveau ouvert, sans anesthésie, en diffusant un contenu VR aux patients. Il ne fallait pas qu'il y ait un problème de batterie. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, au fond, on vous écoute. Frédéric ? Pas d'avis. C'est les industries très capitalisées. Hein. Je crois de mémoire, le jeu vidéo, c'est 70 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sous, il y a beaucoup d'intérêts. Moi, je pense que ça viendra du financement, des modes de financement, notamment. C'est un premier élément de réponse. L'audiovisuel voit une dissémination des supports de diffusion, et ce qui pose le problème du financement, puisque la vidéo aujourd'hui, ça coûte plus rien. Google a tué la monétisation, la capacité de monétisation de la vidéo. Je n'ai pas d'élément de réponse. Mais moi non plus, absolument pas. Je trouve que c'est une très bonne question. On voit bien que de toute façon, les frontières sautent entre tous les éléments, entre le cinéma, les jeux vidéo, et l'un nourrit l'autre, qui lui-même nourrit le premier. Donc il y a des vases communicants entre tous ces éléments, y compris dans le corporate, sur les serious games, sur ce genre de choses. Après, à savoir, est-ce que en termes de marché, l'empire du jeu vidéo va manger l'ensemble, ou est-ce qu'ils vont continuer à se nourrir? J'ai pas de réponse là-dessus. Non. Enfin, pour moi, il y a quand même la question de la narration et du point de vue et de la portée et poétique qu'on peut apporter dans les vidéos, qui est enfin en tout cas qui est pas présente dans les jeux vidéo aujourd'hui. Et puis cette notion justement de voyage, de fait d'emmener les gens dans quelque chose qui est aujourd'hui, on voit que les jeux vidéo, c'est des choses qui sont plutôt très physiques. Il y a beaucoup de jeux et de FPS. Enfin voilà, c'est vraiment fait pour ça. Et je pense que y a une démarcation quand même assez claire qui se fait. Et d'ailleurs, on retrouve les schémas de financement, de diffusion. Par exemple, quand tu vas à Cannes ou à Tribeca, tu retrouves du cinéma et pas du tout et de jeux vidéo. Et je parle en VR, et sur les grands événements de jeux vidéo, tu vas retrouver du jeu vidéo et pas de la VR. Donc il y a une démarcation un peu naturelle qui se fait comme ça. Et ce qui donnera les lettres et de noblesse au cinéma VR, qui reste à inventer, c'est le fait qu'on ait des auteurs, des scénaristes qui arrivent avec des grands films. Donc Cannes a été, je pense, cette année, un point important avec le premier film en compétition. Mais voilà, c'est dans la qualité et des réalisations qu'on en fera qu'on arrivera à déterminer les choses. Mais c'est sûr que technologiquement, c'est le même matériel, c'est les mêmes fichiers, on se parle de la même chose. Donc ça ne sera jamais une différence technologique, ça sera forcément une différence de contenu et de point de vue. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les outils et ensuite le mode de distribution. Le jeu vidéo, c'est un marché, comme l'est le cinéma, la télévision, le film corporate. Mais ce qui est vrai, c'est que le cinéma, la télévision, le corporate vont tendre de plus en plus sur une hybridation des technologies en se dirigeant vers les moteurs de jeu, temps réel,
après avoir été au NAB ou au FMX, où il y a un très très fort lobbying des deux gros acteurs de moteurs qui sont Unity et Unreal. J'ai vu des contenus, j'ai été totalement scotché sur de l'image 3D, donc l'image de synthèse calculée en temps réel via les processeurs graphiques, hyper réaliste. Et ça qui va débarquer dans le jeu, mais aussi dans la télé. J'ai pu voir un pilote de jeu, d'un jeu de télé-réalité. C'est un peu un Fort Boyard du futur, où vous avez des concurrents qui ont des missions, des actions, des épreuves, mais ils sont filmés sur fond bleu. Et derrière, ils réincrustent, on est dans Game of Thrones, quoi, avec la qualité de Game of Thrones. C'est bluffant. Donc on tend aussi vers ça, donc c'est assez intéressant, c'est aussi une piste à suivre. Vous pensez envisageable qu'à horizon 5-10 ans, on ait quelque part une fusion entre le monde de l'entertainment, de l'interaction de jeux vidéo et le monde du visuel Ça sera une des directions. Effectivement, c'est la porosité entre les marchés se développe de plus en plus. Il y a une frustration quand on regarde aujourd'hui un contenu purement 360, donc sans vraie interactivité, c'est que vous restez passif. À part l'émotion que vous pouvez avoir, mais vous restez passif. C'est que ce que disait Frédéric, c'est qu'on a vu 10 films, au bout d'un moment, on a une petite frustration. Alors que l'étape d'après, ce qui peut être la réalité virtuelle ou de la vidéo dans laquelle on se déplace, et ça c'est en train d'arriver, sans que ça soit fait d'ailleurs avec des moteurs de jeu. Il y a des technos, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de light field, etc. Enfin, on peut bouger un petit peu, on peut bouger d'1 mètre dans l'image vidéo. J'ai pu le faire là, il y a un mois, c'est totalement bluffant. Et voilà, donc on va voir arriver ce genre de choses. Mais cette hybridation, elle existe déjà avec l'e-sport, avec Twitch, avec ESL, où finalement on a du jeu vidéo, des compétitions de jeux vidéo dans des salles, vous avez 10 000 personnes dans la salle, où on a des compétitions de jeux vidéo diffusées sur Internet en live, où vous avez 10 millions de personnes qui regardent, et où la frontière entre l'immersion, le temps réel, parce que c'est live la plupart du temps, elle est ténue, et ça a été racheté par Amazon, dont on parlait tout à l'heure. Et Amazon, c'est du retail. Donc les frontières, elles sont très vaporeuses, quoi. D'autres questions? Non. Donc si on veut voir des contenus cet été, on peut aller à Arles. Ça s'est reconduit Oui, cet été, donc du 3 juillet au 31 août, si vous passez par cette belle ville d'Arles, je vous invite à passer au VR Festival. On aura les 20 meilleurs, en tout cas, et parmi les meilleurs films au monde actuels en VR, que ce soit dans la fiction, le documentaire ou des films de création et d'artistes. Voilà, un beau festival, donc soutenu aussi par BNP Paribas. Et vous pouvez, si vous voulez, et si vous avez le temps, on a un petit stand, vous pouvez venir voir quelques films. Un petit mot sur Univers, peut-être. Ouais, alors j'ai la chance de présider un think tank, une association française qui fait la promotion des artistes, techniciens, producteurs de la réalité virtuelle, qui s'appelle UniVR. Vous pouvez aller sur Internet, c'est uni-vr.org, notamment aussi sur Facebook. On se voit tous les 2 mois pour une session plénière. La prochaine, c'est le 13 juin. C'est à Paris et c'est sur la santé. On va voir des acteurs assez illustres du monde de la santé qui utilisent ces technologies immersives dans leur industrie. Voilà, on a 250 membres et voilà. Et je peux que cautionner, c'est très intéressant, vous ne perdez pas votre temps et si vous y allez, c'est juste passionnant. Merci. Un mot aussi de conclusion et les actualités de Videlio, Guillaume. Oula, elle est large. Si je m'écarte complètement du sujet, chaque fois qu'on vient à Film & Compagnie, on livre un bateau des chantiers de Saint-Nazaire. Donc je ne sais pas si vous avez vu hier l'inauguration ou suivi l'inauguration de notre cher nouveau président qui est venu inaugurer le dernier bateau MSC qui est sorti des chantiers français, savoir-faire français riche. On y a fait une voûte LED de 80 mètres à l'intérieur d'un bateau de croisière. On a déployé 450 mètres carrés de murs LED
absolument incroyable, avec un théâtre qui bouge dans tous les sens. Donc, on recrée de l'expérience utilisateur à bord d'un bateau de croisière, finalement, qui est le point de concentration des uns et des autres. Donc voilà, une actualité assez riche dans tous les domaines, très concentrée vers les métiers de l'audiovisuel, évidemment, et passionnée de contenu et de tout ce qu'on peut y mettre dedans. Charles, pour Tulip. Oui, non, mais moi j'ai hâte de découvrir de nouveaux scénaristes capables d'inventer des choses sans rendre malades les uns ou les autres, mais au contraire en essayant d'emporter l'adhésion, l'émotion des spectateurs. Et puis sur la partie actualité, on est en train de finaliser une grosse expérience VR avec différentes villes, avec des tournages en Guadeloupe, etc. Et j'ai hâte de vivre cette interactivité-là. Très bien, je vais faire aussi moi mon autopromo. Nous, on édite les magazines MediaQuest et Sonovision. On vient de racheter le Satis. Donc si vous voulez aussi prolonger cette expérience autour de la technologie, venez nous retrouver pour un Satis, je dirais, rebooté le 8 et le 9, le 7 et le 8 novembre prochain. Au Doc de Paris, où il y aura justement tous ces sujets. Il y aura une très très grosse conférence sur le e-sport, on en aura aussi sur la réalité virtuelle, sur les moteurs de jeu, avec plein d'acteurs intéressants. Merci à vous, bonne continuation, bon festival, et on est là pour répondre à vos questions. Merci.